Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Remise ce lundi de moyens roulants aux responsables de la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué, un appui du gouvernement pour favoriser la collecte et le transport des ordures ménagères. À suivre, lutte contre la propagation de la COVID-19 au Bénin. Les dispositions et mesures barrières sont-elles toujours respectées? Carole Olaye est allée faire le constat dans certains établissements. Et puis sur le continent africain, campagne de vaccination contre le virus du Ebola en République démocratique du Congo. Cette fièvre hémorragique est réapparue dans l'est du pays au début du mois de février. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce point de l'actualité par la cérémonie de remise de camions à la SGDS-GN dans l'après-midi de ce lundi 15 février 2021. C'était en présence du ministre du Cadre de vie. Un accompagnement du gouvernement qui vise à faciliter le ramassage et le transport à temps des ordures ménagères dans le Grand Nokoué. Suivez le compte rendu de Carole Olaye. La fin des difficultés inhérentes aux collectes et au transport des ordures ménagères au Bénin. Le gouvernement vient de doter la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué de nombreux moyens roulants afin de mieux gérer le transport des déchets ménagers estimés à plus de 400 tonnes par an. Le gouvernement a fait l'effort de dépenser plus de 7 milliards de nos francs pour équiper la SGDS GN en matériel, en camion ampli-roll. Nous en avons 50, je crois. Et puis en baume, en bennes à ordures ménagères, les bennes tasseuses que vous voyez déjà circuler dans les quartiers centraux, il y en a 30. Et donc 80 matériels roulants de grande capacité et maintenant des bacs et des remorques, le tout pour faire un transport performant. Dans les 2 mois qui viennent, nous aurons récupéré la totalité des camions, des remorques, des bacs et nous serons en pleine capacité d'opérer depuis la collecte jusqu'à l'enfouissement sans problème. Des engins déjà répartis selon les contraintes liées au ramassage et au transport des déchets dans chaque localité du Grand Nokoué. Nous avons 70 points de regroupement sur lesquels les 212 caissons vont être répartis. Nous avons 200 de transfert, un à Bégamin et un à Sémépodi qui vont recevoir les caissons de 30 mètres cubes puisque là, nous faisons l'économie d'échelle en mettant des grands bacs. Et mieux, avec les 12 remorques, nous pouvons collecter désormais, nous pouvons enlever 60 mètres cubes. Donc, nous avons sur les différents points de regroupement des agents de points de regroupement qui font le suivi quotidien de tout ce que les PME ramassent des maisons sur les points de regroupement. Nous avions de remercier le chef de l'État qui, pendant tout le temps, s'est impliqué dans ce projet et remercier également tout son gouvernement pour l'accompagnement permanent qu'ils apportent à la SGDS. Des dispositions ont été également prises par les autorités en charge de la gestion des ordures dans le Grand Nokoué afin d'assurer une bonne maintenance de ces moyens roulants utilisés par des conducteurs qualifiés. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les forces vives seront aux États généraux samedi prochain. Des États généraux qui vont donner un nouveau souffle de développement aux citoyens de cette cité. Le chargé de mission du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Théodore Glessoubé, nous précise les opportunités de ces assises. Les États généraux, parce que pour amorcer un réel développement, il faut, le maire Wandjino et tout le conseil communal ont jugé bon, n'est-ce pas, donc d'associer toutes les composantes de la société d'Abomey-Calavi. Parce que pour un développement soutenu de la commune à l'horizon 2035, il faut que toutes les composantes aient leur mot à dire. Un sondage est fait, chacun a essayé, chaque couche a essayé de dire
comment elle entend le développement d'Abomey-Calavi. Tout cela a été pris en compte et le week-end prochain, nous irons pour la tenue effective, présenter les différents rapports. Des amendements vont se faire et un document cadre sera élaboré. Les opportunités sont nombreuses sur le plan économique. Il y aura une amorce, n'est-ce pas, donc de développement économique parce qu'un inventaire des potentialités de la commune est fait et de façon claire, le conseil, à sa tête le maire, ils savent désormais par quel bout tenir pour agir sur des leviers économiques. La très grande opportunité, pour une première fois, les filles et les fils d'Abomey-Calavi sont appelés à apporter leur contribution au développement de leur localité. Vous voyez, l'opportunité est donnée, n'est-ce pas, donc à tout le monde de venir se prononcer sur les enjeux, sur les possibilités, les axes de développement. C'est une chance. Les États généraux constituent une chance pour la commune. Tel que libellé d'abord, c'est en vue du développement soutenu de la commune à l'horizon 2035. Donc, aujourd'hui déjà, nous savons où nous allons. En 2035, quel sera le visage d'Abomey-Calavi? C'est aujourd'hui qu'il faut le savoir. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a effectué la semaine dernière une descente dans quelques départements du centre et du nord Bénin. L'objectif de cette tournée est de faire la restitution des résolutions prises lors du 3e congrès du parti et sensibiliser les populations à la préservation de la paix. À l'issue de sa tournée, elle a fait une déclaration à la presse. Voici un extrait de ses propos. C'est que nous avons voulu que nos militantes et militants, ainsi que les autres citoyens dans nos communes, puissent intégrer la nécessité de cultiver la paix. Chez nous, à l'UDBN, la paix est non négociable. Aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la paix et nos militantes et militants, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, doivent être des artisans de premier rang de la paix. Dans une période aussi sensible que celle de l'organisation d'une élection présidentielle, il nous fallait descendre vers eux pour le dire, pour le leur répéter. C'est donc ce que nous avons fait et partout où ma délégation et moi-même sommes passés, c'était la satisfaction. À l'UDBN, aujourd'hui, nous combattons 2 virus, à savoir le virus de la violence et le coronavirus. Nos militantes et militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau ont pris l'engagement de sensibiliser non seulement leurs pairs, membres de l'UDBN, mais aussi tous les autres citoyens dans leur périmètre d'influence. Au registre santé, quelques jours après le point de presse du ministre de la Santé exhortant les populations à un respect strict des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une équipe de la rédaction de EDEN TV est allée sillonner ce lundi quelques écoles dans la ville de Cotonou pour se convaincre du respect et de l'application des recommandations des autorités en charge de la santé. Dans ce reportage, Carole Olaye et Jean-Baptiste Bocco nous font vivre les causes et les difficultés auxquelles sont confrontés les apprenants et les responsables d'établissements face au respect des mesures barrières. Nous sommes ici en face de l'un des plus grands établissements publics de Cotonou. Il s'agit du collège d'enseignement général Bégamin. Il est 9h45 et ses élèves, pour la plupart, attendent 10 heures pour avoir accès à leur salle de classe. Triste constat, aucun respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la Covid-19. Rares sont les apprenants qui se sont protégés en portant le masque recommandé.
Non-respect de distanciation sociale, état défectueux de la majorité des dispositifs de lavage des mains existants. Bref, les élèves semblent tous indifférents à la menace de la Covid-19 alors que les autorités en charge de la santé ne cessent d'insister sur le regain des cas graves dus à la contamination au coronavirus qui n'épargne plus la jeunesse béninoise. Mon masque est à la maison parce que je l'ai oublié. Aujourd'hui, il était 9h30 et j'étais un peu pressé. Je l'ai laissé sur la table à la maison. Arrivé à l'école, je me suis rappelé que j'ai laissé ça. Il n'y a pas de l'eau dans le dispositif de lavage de mains, ni du savon. Et il n'y a pas beaucoup de place pour les élèves non plus parce que les élèves, ils cassent toutes les choses dans l'établissement. Et on ne respecte pas les 1 mètre parce qu'à la sortie de récréation, on se mélange poupée chez les dames. Les dames ne portent pas du gant ni de cache-nez pour vendre aux élèves. Donc, on est obligé d'attraper le coronavirus. Un tour au collège d'enseignement général Sainte-Rita révèle presque le même constat. En plein cours, la distanciation sociale et le port des masques sont respectés dans certaines salles de classe. Par contre, dans d'autres, c'est à la vue de notre caméra que les élèves se sont empressés de sortir les masques de leur poche ou de leur sac pour se protéger le nez et la bouche. Je n'ai pas amené mon masque parce que j'ai oublié de mettre ça dans ma poche. Une situation que déplorent les responsables de ces établissements qui ne se lassent pas de sensibiliser les apprenants. Au risque de mettre leur vie en danger, les apprenants n'hésitent pas à faire preuve d'incivisme en volant ou en endommageant à dessein les dispositifs de lavage des mains. Ils détruisent le système exprès. Quand on les punit, on dit bon, remplissez-nous 2 à 3 systèmes. Ils disent ah monsieur, le système ne fonctionne plus. Et puis effectivement, quand on met l'eau, comme le robinet a été endommagé, ça coule. Au départ, c'était strict, et puis après, il y a eu un relâchement. C'est ce relâchement-là qui a fait que nos enfants ont du mal à suivre nos instructions. Ils nous disent même que la maladie n'existe pas. Le respect des gestes barrières dans les établissements reste donc un casse-tête pour les responsables à divers niveaux. La contribution des parents d'élèves dans la sensibilisation de leurs enfants à la maison ne serait donc pas de trop en cette période critique que traverse le pays en enregistrant depuis plusieurs semaines une augmentation sensible du taux de contamination à la Covid-19. Parlons toujours santé, mais cette fois-ci en République démocratique du Congo où une campagne de vaccination contre le virus Ebola a démarré. Cette fièvre hémorragique, souvent mortelle, est réapparue dans l'est du pays au début du mois de février. 4 cas, dont 2 mortels, ont été recensés selon l'Organisation mondiale de la santé. Des cas de décès ont également été enregistrés en Guinée où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus. 5 ans après la fin de l'épidémie, la Guinée affronte de nouveau Ebola. Selon le directeur de l'agence sanitaire, les contaminations ont eu lieu lors d'un enterrement. L'inhumation d'une infirmière infectée qui s'est déroulée au début du mois à Gouéké, en Guinée forestière. On a eu un de nos citoyens qui est tombé malade, malheureusement qui a succombé, dont les enterrements ont eu lieu à Gouéké à partir du 1er février. Et malheureusement, certaines personnes qui ont pris part à cet enterrement, quelques jours après, ont commencé à eu des manifestations de diarrhée, vomissement, saignement et de la fièvre. Une situation épidémique qui inquiète la population, déjà préoccupée par la pandémie de Covid-19 et qui rappelle de mauvais souvenirs. Entre 2013 et 2016, le pays avait connu la pire épidémie de l'histoire du virus Ebola. Vraiment paniqué. Je n'ai même pas pu me contrôler lorsque j'ai appris encore qu'Ebola est revenu en Guinée. Nous sommes des Africains, nous sommes pauvres. Et si une maladie comme Ebola ou bien un coronavirus apparaît en Afrique, donc vraiment c'est Dieu seulement qui va nous sauver. Ça m'a vraiment surpris, compte tenu de la situation actuelle de la Guinée. Nous, Guinéens,
avec la pandémie, plus l'Ebola, ce sera réellement une catastrophe. En 2013, depuis le sud-est de la Guinée, Ebola s'était propagé dans les pays frontaliers, au Libéria et en Sierra Leone. 3 ans plus tard, l'épidémie s'achevait après avoir atteint 10 pays, dont l'Espagne et les États-Unis. Ebola avait alors entraîné la mort de plus de 11 300 personnes, dont au moins 2 500 dans la seule Guinée. Malgré le développement d'un vaccin par un laboratoire canadien, il n'existe toujours aucun vaccin homologué ni traitement. Enlisement politique en Tunisie alors que le Premier ministre vient de limoger 5 ministres, les derniers proches du président Saïed. Ce dernier avait convoqué jeudi au palais de Katej une poignée de députés pour tenter de trouver une solution constitutionnelle et politique à cette crise. Une impasse politique persistante qui ne fait que confirmer les craintes du président de la République tunisienne. Alors que son Premier ministre, Hichem Mechichi, souhaite imposer 11 nouveaux ministres à l'issue du dernier remaniement gouvernemental, voilà qu'il annonce aujourd'hui le limogeage de 5 ministres, les derniers proches du président Kais Saied. Une déclaration qui ne fait que confirmer la stratégie du Premier ministre, bien décidé à faire valoir ses alliés, notamment ceux du parti islamiste Ennahda. De son côté, le président Saïed compte bien résister. Jeudi, il avait reçu au palais de Carthage un groupe de députés de tous bords afin de trouver une issue politique, mais surtout constitutionnelle, à cette nouvelle crise au sommet de l'État. Je m'adresse à nos détracteurs aujourd'hui et depuis ce palais. Le peuple est face à vous et j'en fais partie. La Constitution est derrière vous et je suis le garant de son application. Vous n'avez nulle part où aller. Le député Hatem Meliki était l'un d'entre eux. Lors de sa visite au palais de Carthage, avec 9 autres députés, l'heure semblait être à la contre-attaque autour du président qui n'a pas hésité à parler de trahison. On a discuté la crise gouvernementale. Pour le président de la République, il pense que le choix de M. Mechichi n'a pas été uniquement un choix de personne, mais c'est un choix de démarche, de la nature du gouvernement, qui est un gouvernement de technocrates complètement indépendant des partis politiques. Pour lui, il trouve que c'était entre guillemets une trahison qui a été faite par M. Mechichi, qui le considère avoir conclu des accords relativement secrets. Ils ne sont pas aussi secrets que ça, parce que les partis politiques qui soutiennent Mechichi l'ont déjà annoncé dès le début qu'ils allaient procéder à un changement de la nature du gouvernement, de ses objectifs, de manière d'opérer. Pour le président de la République, ça c'est quelque chose d'intolérable sur le plan éthique, sur le plan de l'exemplarité par rapport du gouvernement, mais c'est aussi un coup d'État par rapport à la rotation qu'il avait pour lesquelles choisit M. Mechichi. Parmi les idées proposées lors de cette réunion, celle de lancer un dialogue national, seule solution consensuelle pour éviter un scénario catastrophe. Moi, personnellement, j'avais proposé qu'on revienne au dialogue national. C'est la plateforme, la base à partir de laquelle on pourra définir un projet pour le gouvernement. On pourra ici définir une nature et une composition du gouvernement, mais aussi donner les garanties par rapport aux bailleurs de la fonds, connaissant la crise financière de la Tunisie. Cette situation de crise ne date pas d'aujourd'hui et elle n'a fait qu'empirer au cours des derniers mois. Un triste constat selon Nizar Makni, journaliste au quotidien El Sabah et analyste politique. Pour lui, depuis la révolution de 2011, l'écriture de la nouvelle constitution adoptée en 2014, qui a mis place à une république dite semi-parlementaire, a favorisé la multiplication d'alliances partisanes et contrarié la mise en place des réformes nécessaires et l'alternance politique. La seule solution, au-delà des solutions constitutionnelles, est de se diriger vers un dialogue national fondé sur 3 volets, politique, économique et social. Le plus important à l'heure actuelle est le premier aspect, à savoir le politique, car il est indispensable d'opérer des changements en profondeur de notre République semi-parlementaire, qui s'est avérée incapable de résoudre la crise que nous traversons. Au contraire, elle n'a fait qu'aggraver la situation sans apporter aucune solution qui pourrait profiter au peuple et au pays dans son ensemble.
Les réunions se multiplient au palais de Carthage autour du président de la République pour trouver une sortie à cette crise politique et économique qui gangrène tout un pays. De son côté, le Premier ministre Mechichi tente coûte que coûte de prouver la constitutionnalité de ce remaniement ministériel, une situation chaotique alors que le pays traverse une sombre période de son histoire d'un point de vue sanitaire, économique mais également social, alors que plusieurs portefeuilles restent vacants, notamment celui de l'intérieur, du transport ou encore de la santé. Et puis, les rebelles Houthis du Yémen ne seront plus considérés comme un groupe terroriste par les États-Unis. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement américain va effacer le nom de la liste noire. Reportage. En quelques semaines, les Houthis changent de statut auprès de Washington. Dans les derniers jours de son mandat, Donald Trump décide de les placer sur la liste noire des groupes terroristes. Mais dès son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden annonce un réexamen urgent de cette décision. Le secrétaire d'État des États-Unis a confirmé il y a quelques jours la décision de la nouvelle administration qui entre en vigueur ce mardi. Nous avons entendu les mises en garde des Nations Unies, des groupes humanitaires et des membres des deux partis politiques représentés au Congrès, parmi d'autres, selon lesquels ce classement aurait pu avoir un impact dévastateur sur l'accès des Yéménites aux biens de première nécessité, comme la nourriture ou le carburant. Aujourd'hui, de nombreux groupes humanitaires travaillent dans les zones contrôlées par les Houthis. Ce revirement de Washington leur permet de ne plus être considérés comme complices et donc d'éviter d'être poursuivis par la justice des États-Unis. Une décision qui devient officielle quelques jours après l'annonce de la fin du soutien américain à la coalition saoudienne contre les Houthis au Yémen. Des rebelles qui continuent en ce moment même leur offensive pour contrôler le nord du pays. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à demain.